Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, celle du 4 au 10 avril 2022. Je parie que vous l'avez bien commencé, nous vous la souhaitons joyeuse et gaie. Eh bien, c'est dingue de sport qui vient vous retrouver. Ce 4 avril 2022, l'émission vous parle du stage des éperviers locaux. C'était du 1er au 3 avril. On fait le bilan avec par exemple la réaction du capitaine Wome Dové. Samuel Ekoué Galé, nouvel entraîneur de la SOTR pour les 3 prochaines années. L'ancien entraîneur de Kotoko de la Vie remplace Kofi Sena Fiaboué. Et cyclisme avec la course de sélection pour le Tour du Bénin organisé par la Fédération togolaise de la discipline. Dingue de sport invite Angelo Folico et Grégoire Attignon, tous de la rédaction de Sport FM. La mise en onde, vous le savez, est assurée par Théo Ajavon et la vidéo, c'est l'affaire d'Elom Adovon. Bonne arrivée. Merci de choisir la radio qui mouille le maillot. Sport FM 100 ans. Angelo Folico, bonjour, bonne arrivée. Salut Franck, bonjour à tous, à toutes. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur la référence sportive. On va commencer par parler cyclisme avec cette course organisée entre Lomé, Tabligbo, Enfoin, Thiévier pour la sélection des cyclistes pour le prochain Tour du Bénin qui a lieu le mois prochain. Grégoire Attignon, vous y étiez, vous avez suivi cette course. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Comment ça a été fait? Je crois que c'est une opportunité donnée donc à la Fédération togolaise de cyclisme d'organiser donc une activité. Vous savez que cette fédération est là il y a de cela quelques mois et donc difficilement on arrive à organiser quand même ces activités. Là, entre-temps, il y a eu un critérium à Lomé qui a regroupé donc les clubs, que ce soit sur le plan ou bien que ce soit chez les filles ou encore chez les garçons. Et donc après ce critérium, la fédération n'a plus organisé donc des activités. Il y a cette opportunité qui sort, c'est-à-dire la participation du Togo au prochain tour international donc du Bénin qui va se tenir du 3 au 8 mai prochain. Et donc par rapport justement à cette participation, la fédération a donc lancé ou organisé cette course de présélection qui a regroupé tous les clubs, s'il faut le dire ainsi, tous les clubs qui ont donc amené leurs coureurs et finalement ça a eu lieu hier. Le départ, oui, c'était donc un peu avant Djablé, lieu où on appelle Klobaté, mais très souvent donc c'est par là que le départ a été donné pour passer par Vaughan, Enfoin, Tabligbo et finalement terminer donc à Thiévier. Donc ce sont là donc les localités traversées justement par cette course de présélection. Je crois que c'est une très belle opportunité quand même que cette fédération a et que cette fédération également donne aux différents clubs et aux différents coureurs de se donner véritablement à cette matière, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a plus donc d'activité et les uns et les autres ont essayé quand même de faire quelque chose, mais après quelques kilomètres, il y a certains qui ont commencé par relâcher parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont plus couru et donc il y a certains qui ont relâché après quelques kilomètres. Ils ont abandonné? Ils ont abandonné, oui, ils ont abandonné parce que nous on était pratiquement derrière pour suivre un peu comment ça se passe et donc il y a certains qui ont abandonné donc après une trentaine de kilomètres ou une cinquantaine de kilomètres. Ensuite, on a quand même essayé de retrouver rapidement le groupe qui était devant et finalement on a vu ceux-là qui étaient beaucoup plus en forme. Il n'y a rien à dire, c'est l'équipe venue de Palimé, l'équipe que dirige Raouf Akanga, donc qui s'est taillé donc la part du lion dans cette course, parce que les 6 premiers, je dis bien les 6 premiers qui sont arrivés viennent donc du club de Palimé. Ensuite il y a l'Étoile Filante, il y a également d'autres, l'Entente 2 et d'autres clubs, également un club de ce côté je crois bien qui ont essayé donc de faire partie donc des 10 retenus. Donc voilà un tout petit peu comment ça s'est passé pour ce qui concerne cette course-là, mais moi je déplore un tout petit peu l'organisation donc de cette activité. Oui, c'est vrai, la fédération elle est là, c'est une nouvelle fédération, mais je me dis que on n'a pas pris les dispositions qui s'imposent. Oui, pour les dispositions, par exemple la sirène qui quand même devait permettre à ce que cette course se déroule normalement, c'est-à-dire dans de bonnes conditions, parce que hier moi j'ai constaté
constaté quelque chose déjà, même avant d'arriver à Djagblé, où les motocyclistes ou encore les véhicules qui dérangeaient un tout petit peu les cyclistes, parce que là, il fallait quand même prendre cette disposition-là pour ne pas permettre... Dégager la voie. Oui, dégager la voie, parce que oui, et si véritablement il y avait cette sirène-là qui prenait le devant ou encore une sirène qui prenait le derrière, ça pouvait quand même permettre aux motos ou encore aux véhicules là de se dégager un tout petit peu, laisser la voie aux coureurs. C'est vrai qu'ils n'ont pas tellement dérangé donc les cyclistes, mais moi j'ai déploré un tout petit peu cet aspect-là. Donc voilà un tout petit peu ce qu'on peut dire. Moi je dis que c'est une très bonne opportunité, parce que là on a vu quand même les cyclistes s'essayer. Les meilleurs, ce sont ceux-là qui sont arrivés, donc les 10 premiers qui sont arrivés, qui ont quand même réussi à se qualifier pour, ou bien à être retenus pour la mise au vert qui aura lieu donc dans quelques jours. Angelo Folico, oui, on sait que depuis 2 ans, la Fédération togolaise de cyclisme n'a plus organisé, on va dire, une vraie compétition. Je voudrais parler du Tour du Togo. Voilà, Covid oblige maintenant. On tente par tous les moyens de revenir sur la scène, de donner des opportunités aux cyclistes. C'était encore le cas hier pour sélectionner des cyclistes pour le Tour du Bénin à venir. Il faut tout de même apprécier la volonté affichée par les premiers responsables de la FTC, histoire de renouer avec un tant soit peu l'activité du cyclisme et permettre à ces coureurs-là de se retrouver dans une forme de compétition entre guillemets, même si, vous le dites si bien, le Tour du Togo ne s'est plus couru depuis pratiquement 2 voire 3 années et quelque part il y a une grosse cassure qui ne dit pas son nom. Maintenant, en allant au-delà, je pense aussi que pour ce genre de test pour les cyclistes, il faut prendre les bonnes manières, il faut avoir les bonnes manières, ne serait-ce que la sécurité des cyclistes eux-mêmes, la sécurité du convoi qui accompagne ces cyclistes-là, histoire de vérifier les chronomètres et voir la vitesse à laquelle les coureurs sont en train de filer. Si on n'a pas eu la présence d'esprit pour mettre ça en place, je pense que quelque part c'est un échec. Mais tout de même, on pourra essayer les prochaines fois de faire mieux. Au-delà de ça, quand Grégoire parle par exemple de la razzia, moi je parle de la razzia des coureurs de Palimé, le club de Kanga Raouf. Vous comprenez sans longue explication que c'est une question de travail, de répétition dans les jambes et surtout d'entraînement constant. Je me rappelle, il y a une certaine époque, même Raouf Akanga a fait un documentaire, on a fait un documentaire sur lui diffusé sur des chaînes internationales où on sent qu'avec ses partenaires, avec lui-même sa politique de développement du cyclisme, il a pu avoir en tout cas les moyens qu'il peut pour permettre à son club d'être compétitif et d'aller loin. Même si lui aujourd'hui peut-être qu'il ne sera plus compétitif, il veut laisser la place à d'autres personnes, même si pour moi il n'est pas aussi âgé pour abandonner le vélo. Il fait partie des 6. Oui, il fait partie des 6. Il est retenu justement pour la présélection. Donc ça veut dire que déjà ne soyons pas surpris si lui et ses coéquipiers sont en train de mettre ou bien de faire mémise sur ce genre de test. Maintenant, le Tour du Bénin, la question que je me pose, c'est vrai qu'il faut être dans l'anticipation, dans la planification, mais pour quel résultat? Est-ce que c'est juste pour participer et mieux se préparer pour les joutes à venir, ou bien aller forcément chercher une 3e place ou une 4e ou 5e place? N'oublions pas que le Tour international du Bénin, c'est aujourd'hui en tout cas un des tours qui est en train de porter grandir, un peu haut, de grandir. Vous avez des cyclistes comme Paul Daumont qui y participent, et Isiaka Kone de la Côte d'Ivoire également qui y participe. Donc c'est la crème des crèmes, même si on est au niveau de la sous-région. Si le Togo veut vraiment percer, il faut à un moment donné mettre les petits plats dans les grands pour y arriver. Par rapport à ce que Angelo vient de dire tout à l'heure sur l'équipe de Palimé, on a quand même posé la question à Kanga Raouf. C'est vrai que vous savez, entre-temps, cette équipe a eu des difficultés parce qu'il y a eu problème entre Kanga Raouf et la Fédération togolaise de cyclisme, l'ancien bureau. Et donc, ça fait que Kanga n'a plus participé donc, à des compétitions, que ce soit sur le plan national ou encore sur le plan international. Donc, cette équipe a connu des difficultés. Il n'y avait même pas de vélo. Mais par rapport donc, à ses relations, il est parti donc chercher des vélos. Il a parlé le deuxième vice-président disait la dernière fois qu'il est revenu de la France. Oui. Et il a confirmé? Oui, il a confirmé, dit qu'il est parti donc, avec l'aide de certains partenaires chercher donc, du matériel. Et justement, ce sont ces vélos-là que l'équipe de Palimé donc, a utilisé hier. Et
il y a également un travail qui se fait parce que dans cette équipe, il y a quand même Akanga Raouf qu'on ne présente plus. Donc Akanga Raouf essaie de travailler véritablement avec son équipe. Et donc ils ont mis quand même un système en place hier qui a dérangé les autres parce que là, ils ont laissé certains devant et les autres, ceux-là qui sont là, les Akanga Raouf, essaient donc de bloquer un tout petit peu donc, le groupe derrière pour empêcher justement les Dakou ou encore et autres d'évoluer, les Abino d'évoluer parce qu'Akanga Raouf connaît très bien la force de ces cyclistes-là. Donc, il les a véritablement empêchés et ça fait que donc cette équipe de Palimé a remporté cette première place. Et parlant justement de cette participation du Togo, Akanga Raouf l'a dit que lui, il a une histoire quand même avec le Tour du Bénin, vous vous rappelez? Oui, il était tout proche de gagner le maillot jaune. Oui. Et à une étape donc, de la fin finalement. Il y a un problème de vélo. Qui s'est cassé. Donc finalement, il n'a plus donc, ce maillot jaune-là. Donc lui, il a quand même une histoire avec ce Tour du Bénin. Il veut quand même rééditer cet exploit. Pourquoi pas revenir avec le maillot jaune? Pourquoi pas, Angelo Folico? On a comme l'impression que le nouveau bureau de la Fédération togolaise de cyclisme est un peu désorienté. On parle du Tour du Togo. Le directeur sportif, entre-temps, a dit que ça n'aura pas lieu. Le deuxième vice-président a confirmé que ça devrait avoir lieu en juin. Voilà, les choses sont un peu compliquées. Quelqu'un dit on attend la fille de Ducreux. Oui. L'autre dit non, on va organiser. Mais il y a un flou autour de la chose. Et puis lorsqu'on voit cette course dont parle Grégoire tout à l'heure, c'est qu'il y a des difficultés à être dans la matière, à bien organiser les choses. Ça fait vraiment mal que depuis, je ne sais pas, un nombre d'années, au moins 2 décennies, hein, si on ne va pas trop loin dans les chiffres, que le Tour du Togo, en tout cas, a existé avec Francis Ducreux, qui a eu tout le temps d'avoir les mécènes autour, les partenaires de premier rang pour accompagner justement cet événement. C'est un événement national. J'ai eu l'opportunité de couvrir le Tour du Togo en 2016 et quand vous allez à l'intérieur du pays, c'est plus qu'une fête. Vous comprenez que en amont, on l'a senti hier. Voilà. On l'a senti hier. En amont, oui, la population était là. Ouais. Oui, la population était là pour quand même encourager ces coureurs-là. C'est le seul sport qui va vers la population. Voilà. Exactement. Et en cela, ça dénote qu'à un moment donné, lorsque le feu promoteur était là, beaucoup de choses se tramaient, c'est-à-dire en matière d'organisation avant le jour J de la compétition. Malheureusement, on a l'impression que ceux qui sont aujourd'hui aux affaires n'ont pas eu le temps suffisamment d'apprendre à ses côtés, même si c'était lui qui était aux commandes. Mais je pense que quelque part, on pouvait au moins avoir cette opportunité d'apprendre, de noter des choses et pourquoi pas lorsque l'opportunité arrive. Sur cette course de 121 km, on n'a pas su bien organiser les choses. On se demande ce qu'il va se passer sur le Tour du Togo. La question, elle est pertinente. Le Tour du Togo, c'est plusieurs jours d'abord, des milliers de kilomètres pour ne pas exagérer. Et le transbordement, c'est quelque chose de très très lourd à pouvoir gérer. Tout ce qui concerne la logistique également, le logement des coureurs que vous invitez. On se rappelle que le Tour du Togo, il y a des Belges, il y a des Français, il y a des Néerlandais qui viennent et pour participer à cette compétition. Toujours est-il que sans jeter le bébé et l'eau à la mare, ils ont essayé, ils ont testé quelque chose. Vivement que les prochaines sorties ou les prochains tests soient beaucoup plus concluants avant, si possible, de mettre en branle la machine du Tour du Togo. Mais pour chuter en disant que ce serait compliqué. Hein. Je ne sais pas par quelle alchimie, ou soit avec l'ancien président, ils vont aller vers ses partenaires, les convaincre avec des projets vraiment viables et bancables. Parce que n'oublions pas que le Tour du Togo, c'est des grosses structures. Hein. C'est des banques de la place, des compagnies d'assurance, et que sais-je encore. Et tout ça, il faut en retour avoir une certaine visibilité. S'ils ont les moyens, s'ils ont l'expérience, ils peuvent le faire en tâtonnant. Petit à petit, avec le temps, pourquoi pas retrouver la meilleure organisation. Oui, le vice-président, le premier vice-président Tchabana Goropolo l'a dit. Moi, je lui ai posé la question. Est-ce que le Togo va participer donc au Tour du Bénin? Mais quand est-ce que le Togo va organiser son tour? Il a dit que le Tour du Togo aura lieu. Et quand il a parlé donc du 22 juin, c'est la date donnée, mais que si ce tour doit être peut-être reporté, ça ne va pas dépasser 22 juin. Peut-être avant le 22 juin. Donc, c'est entre au plus tard le 22 juin, le Tour du Togo aura lieu. C'est ce qu'il a donné comme réponse. Voilà. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les partenaires font confiance aux dirigeants de la place parce que
Ducreux, c'était un peu comme un royaume. Voilà, il gérait les choses avec les partenaires. Est-ce qu'aujourd'hui, ça pourrait changer de camp? Ces partenaires peuvent accompagner les dirigeants togolais. C'est là un tout petit peu la question qui se pose parce que, vous savez, avant, c'était Anani Assiongbo qui était président de cette fédération. Mais Ducreux travaillait justement avec Anani Assiongbo. Quand Anani Assiongbo partait, son adjoint, c'est Dieudonné Gagou. Et Dieudonné Gagou a pris donc la relève. Ça a continué. Maintenant, c'est une nouvelle équipe qui est arrivée. Et le problème ici, c'est que Francis Ducreux n'est plus. Et donc, ce n'est plus Francis Ducreux qui sera totalement devant pour aller maintenant discuter avec les partenaires. Parce qu'avant, selon les informations, c'est plutôt Éric Ducreux qui va directement discuter donc avec les partenaires. Et là, les partenaires accordent bien, s'intéressent donc à ce tour du Togo. Maintenant, ces partenaires sont là, ce ne sont pas de nouveaux partenaires. Ils sont déjà là. Donc, il va falloir que la fédération s'adresse à eux, discute avec eux pour voir un tout petit peu la faisabilité. Je sais que ça va être difficile, mais ils n'ont qu'à l'essayer d'abord. On va écouter, oui. Si vous permettez, il y a quand même quelque chose que peut-être le citoyen lambda ne voit pas ou ne constate pas. Ce genre d'organisation, c'est du deal. C'est une question d'affaires. Tu me donnes, je te donne en retour. Donc, Francis Ducreux avait cette possibilité d'abord de tchatcher, d'aller convaincre, miroiter, voilà. Ouais. Et derrière, par exemple, vous me donnez 50 millions, j'organise le tour, mais bon, j'essaie de vous trouver quand même 10 voire 15 millions en ristourne, histoire de vous remercier. Et quelque part, ce sont des alliances qui se créent en coulisses et ça permet à Francis Ducreux de taper à telle porte, à telle porte. Je me rappelle très bien, lors d'une conférence de presse, on a aligné, je ne sais pas, un nombre de partenaires. Vous avez l'impression d'être, je ne sais pas, dans la cour d'Alibaba. Et on se disait, mais tiens, mais monsieur Ducreux, vous avez des millions. Il dit, non, j'ai des millions, mais je mange avec les autres également. Donc, c'est une phrase que j'ai gardée en tête quand il dit qu'il mange avec les autres. Il vous donne un marché, mais derrière, vous aussi, vous arrivez à respecter votre part du contrat. C'est en cela. Mais c'est là, moi, je trouve la difficulté pour le nouveau board. Est-ce qu'ils ont cette capacité-là, à un moment donné, lorsqu'on vous donne 5 francs, dans 2 centimes pour donner à celui qui vous a donné le marché? Point d'interrogation. Ah, voilà. On verra bien si ces deals vont pouvoir continuer. De toute façon, c'est un Tour du Togo, c'est une compétition nationale. Il va falloir prendre les dispositions pour y aller. On va écouter le vainqueur de cette course entre Lomé, Enfoin, Tabligbo et puis Thévier, Kébé, Madina et Sor. Je suis très content d'avoir gagné cette course. Et qu'est-ce qui t'a permis justement de gagner cette course par rapport aux autres? C'est qu'on fait aux entraînements avec mon président, M. Raoufo. C'est ça qu'on a démontré aujourd'hui sur le terrain. La stratégie, c'était quoi? Avec le relais qu'on a fait, qui nous a avantagé de gagner cette course. Être premier dans 36 heures, je suis très content. Après ce tour-là, encore améliorer les entraînements, ça va encore aller plus mieux. Kébé, Madina et So, vainqueurs de cette course. Et derrière, c'est le vice-président de la Fédération togolaise de cyclisme, Tchabana Goropolo, que je vous propose d'écouter. Je crois qu'une chose est d'organiser parce qu'il fallait au moins avoir des coureurs qui doivent répondre autour du Bénin. Nous avons essayé d'organiser une course parce que depuis longtemps, il n'y a plus eu de course. Je crois que par rapport à ça, nous avons constaté au moins une nette amélioration par rapport au lancement de la course. Donc il y a une satisfaction puisque après tout les coureurs seront mis au vert et aux soins des entraîneurs nous sommes sûrs qu'il y aura plus d'amélioration. Donc nous ne pouvons que remercier ces jeunes coureurs qui ont fait 120 km pour une première fois. Nous ne l'avons plus fait depuis longtemps. Donc nous demandons aussi aux autorités, aux sponsors de mettre la main à la poche, de nous aider. Ça a trop duré, on n'a pas couru, mais on sent qu'il y a l'avenir demain. Satisfaction au niveau donc de la course également? Oui, il y a une satisfaction. Même si la performance n'a pas été celle que nous attendons, nous avons espoir qu'il y aura un lendemain meilleur. Surtout avec la mise au vert, quand les entraîneurs les prendront en charge, ça va donner. Voilà, le premier vice-président de la Fédération togolaise de cyclisme, Tchabana Goropolo, il a dit « juin pour le Tour du Togo ». Je crois que son deuxième vice-président, Djabig également, a dit la même chose ici il y a quelques jours.
Voilà, on va croiser les doigts parce que ça fait quand même 3 ans et il n'y aura plus de cyclistes au Togo. Si ça continue ainsi, peut-être qu'il faut s'appuyer, qui sait, sur Madame le ministre pour aller chercher les partenaires. Le lobbying. Pourquoi pas? Oui, pour faire le lobbying. C'est important. Oui. On se rappelle juste la dernière course autour du Faso en novembre dernier. Franck, la compétition a demandé 500 millions de francs CFA. Plus de la moitié a été donnée par les partenaires financiers. Donc vous comprenez comme quoi, au-delà des partenaires eux-mêmes, on peut aller justement passer par le truchement de Madame le ministre pour aller taper à des portes. Parce que, quoi qu'on dise, c'est l'image du Togo qui est en jeu. Voilà, quand on rappelle un peu, on se rappelle des propos de Francis Ducreux, il dit, vous voyez les partenaires alignés, mais j'ai pas beaucoup d'argent, c'est 50 millions, c'est 50 millions. Mais si c'est 50 millions, une seule personne peut trouver pour organiser le tour du Togo. Voilà, on va y revenir. À bientôt. On parle maintenant de la sélection locale qui se prépare pour le CHAN à venir. C'était prévu pour cette année 2022, mais avec les histoires de Covid, on a retourné cette compétition, ramené cette compétition, on l'a reportée sur janvier 2023 en Algérie, et la sélection qui s'apprête, qui va poursuivre son stage. Il y avait un stage de 3 jours ici, du 1er au 3 dernier, et puis ça va se poursuivre en Algérie avec 2 matchs amicaux contre l'Algérie, le pays hôte de la prochaine compétition. On parle du CHAN. Oui, que peut-on dire au-delà de tout ce qu'on peut dire, on voit les sélections qui s'apprêtent, qui se préparent, les U20 également d'un côté, les locaux de l'autre. Ça s'anime un peu, on va dire, hein. Oui, mais je crois que, en fait, c'est le moment, c'est-à-dire que le moment choisi justement pour quand même essayer de préparer donc ces différentes sélections-là. Quand on prend les locaux, la compétition c'est en juin prochain, et que donc il aura lieu ces éliminatoires. Jusque-là, on ne connaît pas encore l'adversaire du Togo pour ces éliminatoires. On ne sait pas comment est-ce que ça va se jouer. Est-ce que le Togo aussi va disputer le premier tour de ses qualifications, ou bien le Togo va attendre le vainqueur du match, parce qu'on sait que dans ces éliminatoires, il y a quand même UFOA A, UFOA B et autres. Et donc, souvent, il y a quand même 3 ou 4 équipes qui se retrouvent quelque part. Et après, donc, il y a un deuxième tour. Maintenant, on ne sait pas comment ça va se jouer, mais on se prépare justement. Donc, moi, je crois que c'est quand même bien. Il faut féliciter quand même l'Algérie pour cette invitation adressée justement à la Fédération togolaise de football pour solliciter donc ces matchs amicaux. C'est une opportunité qu'on donne donc à cette équipe de mieux préparer ses éliminatoires. Et je crois que ça va permettre justement à Jonas de voir un tout petit peu le niveau de son équipe, de jauger la forme de ses joueurs, ceux-là qu'il a sélectionnés, parce que là, quand vous l'écoutez, il parle donc des meilleurs de ce championnat, et que pratiquement 99% ce sont là les meilleurs. J'ose croire que ce sont là les meilleurs qui se retrouvent donc dans cette équipe, et on aura véritablement un résultat, parce que oui, c'est vrai que ce n'est pas une victoire qui compte en tant que telle pour ces matchs amicaux, mais on veut quand même voir la forme de cette équipe-là, le niveau de cette équipe-là. Est-ce qu'elle peut véritablement jouer ces éliminatoires? Parce que là, il y a ceux-là qui étaient au dernier championnat d'Afrique des Nations, qui ont essayé de faire quelque chose tout d'abord en passant par ces éliminatoires-là, ou faire tomber donc cette équipe du Nigeria, et finalement aller donc dans cette coupe, dans ce championnat, et tenir tête à certaines équipes, même si on n'est pas allé au deuxième tour. Mais moi, je dis que il va falloir maintenant relever un tout petit peu le niveau, et c'est à partir justement donc de ces matchs amicaux là face à l'Algérie. C'est important de pouvoir s'apprécier en se frottant aux autres. Ça permet ce stage aux joueurs convoqués de sortir du championnat local et de pouvoir s'essayer face aux autres. Par exemple, l'Algérie qui met en place cette opportunité. 2 matchs, un le 7 avril, l'autre le 10 avril. Entre-temps, on ne comprenait pas pourquoi, par exemple, le Togo disputait des matchs amicaux, mais avec des sélections moins cotées sur le continent. Même les clubs. Oui, même les clubs. Pas plus tard que la dernière fois, on parlait du Tadjikistan et d'autres sélections. Oui, mais je pense que le fait de jouer un match amical face au A-prime algérien, quelque part, je sens une forme de lobbying qui est en place, une forme de partenariat plus ou moins solide. Et voilà pourquoi le Togo, en tout cas, a tapé dans l'œil de la Fédération algérienne de football, même si voilà, son président est en train de faire volte-face. Entre-temps, il a démissionné après l'élimination des A. Et après tout, on nous dit qu'il veut rester encore en place avant l'élection du nouveau bureau. On verra. On verra. Mais
On rappelle également que cette équipe A-Prime regorge de beaucoup de joueurs qui ont remporté la Coupe arabe. Donc c'est Madi Bouguera, un ancien de la sélection A, qui est justement à la tête de ce groupe-là. Je me dis que c'est un véritable test parce que d'abord, l'Algérie, on ne cessera jamais de le dire, c'est un football rapide, technique. Ouais. Et quand ils sont opposés à des joueurs qui ont un physique en place, c'est vraiment compliqué. Donc en cela, Jonas Kokou-Komla et ses hommes doivent vraiment travailler sur le plan technique, le positionnement sur le terrain et surtout rester physique en place. Grégoire le disait tout à l'heure, on ne connaît pas encore les adversaires des A', mais toujours est-il que avec ce genre de confrontation, on essaie d'avoir des repères. Et les repères complètent en tout cas certaines lacunes que l'on peut avoir, que ce soit au niveau des portiers, de la défense, des latéraux, des milieux de terrain et des attaquants. Même si pour moi, le fait d'avoir juste 2 ou 3, 4 jours d'entraînement ensemble ne suffit pas pour tout de suite disputer un match amical, mais on est là devant la réalité. On avisera justement après le 7 et le 10 ce que justement ce stage va apporter aux joueurs locaux. On va commencer par écouter des réactions au sortir du stage de Lomé entre le 3 et le 1er et le 3 avril. Ouro Nimini Nazif. Avec ça prouve que vraiment les travailler et on n'a pas abandonné puisque tant les gens me demandaient pourquoi j'ai dit non, c'est le temps et vraiment le temps a prouvé vraiment que quand on n'abandonne pas, vraiment on finit par arriver où on veut. Tout joueur rêve de défendre les couleurs de son pays, de sa nation et c'est le cas pour moi. Je suis fier aujourd'hui de défendre la nation. Je suis arrivé, ça me fait vraiment plaisir de retrouver un ancien comme Mohamed Dové. Aujourd'hui c'est la fierté de jouer avec lui. Il y a ça seul, c'est la fierté quand même. Ça me va droit au cœur quand on aura besoin de moi, quand j'aurai la chance de jouer, c'est que je vais montrer de quoi je suis capable, c'est tout. Il faut montrer pourquoi tu es là, c'est tout quand même. Quoi. Et voilà, Ouro Nimini Nazif, le joueur d'Asco, sélectionné pour la première fois. Il est très très content. Et on va écouter aussi Wome Dové, voilà, qui porte d'ailleurs le brassard de capitaine de cette sélection locale. Je suis très très content, malgré que c'est les locaux, c'est là où on commence. Donc je suis très content de reporter la tunique chaude et je suis prêt à donner le maximum. Ça va, le groupe est solidaire, je pense qu'on est en train de faire quelque chose de bien. On doit se préparer un jeu, donc pour se préparer un jeu, il faut d'abord tester des victoires. Donc ça commence par les matchs amicaux. Donc on va essayer de gagner les matchs amicaux pour avoir le goût de la victoire. C'est pas très lourd d'être capitaine, mais si le groupe est avec toi, donc je pense que c'est pas une lourde responsabilité. On travaille ensemble, il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre, donc il n'y a pas de capitaine dans l'équipe, tout le monde est capitaine sur le terrain et en dehors du terrain. J'ai rejoint le championnat juste pour me mettre en forme et apporter pour ma nation. Donc c'est ça que je fais et je suis content d'être là pour donner le maximum. Avec l'ambition du coach Jonas, je pense que c'est à long terme le projet. Wome Dové est capitaine de cette sélection locale, humble, sobre, il dit il n'y a pas de capitaine, hein, tout le monde est capitaine, voilà, c'est un joueur qui a plein d'expérience, qui connaît les éperviers Fagnon qui jouaient aujourd'hui, il se retrouve du côté des A', c'est quelqu'un qui peut porter cette équipe. Hein. Oui, sans langue de bois. On l'a vu plusieurs fois justement sur la dernière phase régulière du championnat, même en play-off, ce que ce garçon apporte à l'équipe de Gomido. Vous l'avez dit, pétri d'expérience et quand Ouro Nimini Nazif est aussi, on pourra dire, presque timide devant lui, vous comprenez que pour lui c'est une référence et ça vraiment je pense que ça permet à l'état d'esprit des joueurs de rester ensemble, de se considérer comme une famille. Vous prenez des joueurs aujourd'hui comme Akakpo Junior et tous les autres, ils se connaissent très bien dans ce championnat et ma foi, le fait en tout cas de rester ensemble, ça permettra à ce qu'on ait une cohésion de groupe, de travailler ensemble, d'avoir des automatismes. Je pense que quand vous avez ce genre d'éléments, en tout cas face à une équipe que vous ne connaissez pas vraiment, ça peut être des arguments aussi valables. Je pense que simplement, ils vont vraiment s'y plaire parce que c'est important d'abord que l'ambiance soit au top entre vous avant de pouvoir parler de match proprement dit sur le terrain. Voilà, Wome Dové connaît très bien cette sélection algérienne pour avoir marqué un magnifique but à la CAN 2013. Même si c'est la sélection locale, il y a beaucoup de joueurs voilà, qui sont passés par là. Mais le défi pour ces joueurs convoqués, c'est de faire mieux que, on va dire, l'ancienne génération entre griffes, celle de Ismaël Agoro, celle de Nan Richard, on va dire Tchatakora et tous les autres. C'est de faire mieux. Hein. Oui, c'est de faire mieux et c'est pour cela qu'il faut véritablement se mettre au travail. Je crois que est-ce que c'est également de faire la Fédération togolaise de football en initiant justement ces genres de regroupement, ces stages-là pour cette équipe, parce que si vous ne préparez pas les compétitions, mais n'attendez pas quand même à avoir de bons résultats. Aujourd'hui, on a compris qu'on
peut plus être comme les autres, parce que là, le Togo a été au dernier championnat d'Afrique des Nations. Il va falloir rééditer cet exploit-là, être présent encore au prochain championnat d'Afrique des Nations, et ça passe forcément par des bons résultats. Donc, ces matchs amicaux, ces matchs tests permettent quand même au staff technique de juger le niveau de ces joueurs-là, ces joueurs convoqués. Est-ce qu'ils peuvent faire l'affaire, ou bien après donc ce stage, est-ce qu'il faut reconstituer encore l'équipe, parce que là, il y a certains qui ne répondent pas ou quoi. Je crois que ces joueurs-là le savent véritablement. Dans cette équipe, il y a déjà un ou bien deux qui étaient déjà au championnat d'Afrique des Nations. Oui. Je voudrais parler de Tchatakora Abdul Semiou. Oui. Je voudrais parler de Amekoudi Kokuvi Doji. Il y a également Aoro Kparo Djari qui était également à ce championnat d'Afrique des Nations. Donc, je me dis qu'ils sont là, ils connaissent un tout petit peu la compétition. Ils doivent maintenant parler avec... Même Akoro Bilal. Akoro Bilal, voilà, qui a marqué le but face au Rwanda. Et donc, c'est des joueurs qui connaissent déjà la compétition, qui peuvent parler maintenant à ceux-là qui sont les nouveaux, si on peut le dire ainsi, dans cette sélection. Parlant de Wame Dové, oui, c'est vrai, il est nouveau dans cette sélection aujourd'hui, mais c'est le plus ancien de cette équipe nationale, le local, le plus expérimenté également. Donc, je crois qu'on a quand même besoin de ces expériences-là, parce que Dové, c'est un grand joueur. On a besoin véritablement de ces expériences, et il doit véritablement apporter également cette expérience-là à cette équipe pour permettre au Togo de se qualifier une nouvelle fois encore pour le CHAN. Wame Dové qui a d'ailleurs marqué 4 buts en 5 matchs avec Gomido lors de la phase régulière. On va écouter le patron de cette sélection locale, Jonas Kokukomla. L'objectif, c'est toujours de préparer le CHAN, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les éliminatoires commencent au mois de juin déjà. On doit se préparer. On a fait un programme qui va pour chaque 2 mois où on doit regrouper les joueurs. Donc on est dans cette dynamique, sur cette continuité. Déjà, on était au dernier CHAN, donc il faut se qualifier. Pour se qualifier, il faut bien se préparer. Donc je pense que c'est ça qu'on est en train de faire. On fait des préparations périodiques chaque 2 mois. Donc je pense que c'est le deuxième. On a vu des joueurs encore qui se sont illustrés. Mais ça ne veut pas dire que la porte elle est fermée. La porte elle est toujours ouverte, c'est une sélection nationale. À chaque fois quand on voit un bon joueur, que ce soit en 2-2, en 2-1, il serait toujours la bienvenue en sélection. La performance individuelle de chaque joueur dans son club, je pense qu'aujourd'hui les 25 qui sont là, pour nous le staff, on pense que c'est les meilleurs. On peut se tromper, nous sommes des êtres humains, mais on pense qu'à 99% c'est les meilleurs. On a vu du nord au sud tous ces joueurs. Vous voyez la présence des joueurs même de 2e division dedans. Donc ça veut dire que tout le monde est représenté. On a pris par la performance les qualités individuelles par rapport au rendement des matchs que tous les joueurs ont joué avec le club, et c'est pour cela que ces joueurs sont là. Donc maintenant c'est à eux de prouver, c'est à eux de montrer qu'ils méritent la sélection locale. Jonas Kokukomla, voilà, il est sûr à 90% que les joueurs convoqués sont les meilleurs. Voilà, c'est tout ce que le Togo veut voir. Voilà, des joueurs performants, compétitifs, des préparations périodiques chaque 2 mois pour se qualifier pour le prochain CHAN qui a lieu en janvier 2023, c'était en 2022, mais la Covid a tout repoussé. Il faut être prêt, il faut bien se préparer, a-t-il dit. Apparemment, on pourra dire que depuis peut-être 2 ans et peut-être plus, on est en train d'être beaucoup plus dans l'anticipation, histoire de ne pas être surpris par le calendrier des compétitions, ou soit même, je dirais, qu'il y a une volonté d'engager presque toutes les catégories des sélections togolaises. Ça, c'est le football. C'est vrai que ça, je reste souvent sur ma soif quand ça se concerne seulement le football, alors qu'il y a d'autres disciplines sportives également qui peuvent en bénéficier. Mais bon, c'est la fédération qui, en tout cas, manifeste, on pourra dire, cet intérêt-là à mettre en jambe les différents joueurs. Et comme tout à l'heure, Jonas Kokukomla le disait, presque tout le monde est considéré ou est pris en compte. La question que je me pose, est-ce que c'est la DTN qui a vraiment fait un travail de fond pour mettre à la disposition ces joueurs, ou bien eux-mêmes, en tant qu'entraîneurs, ils ont eu le temps de faire un peu le tour des terrains, des stades pour identifier ces joueurs, parce qu'il y a également cet aspect-là de la détection, de la prospection des joueurs. Il faut arriver à mettre en place une cellule, même si, bon, donc on vous diront qu'il faut mettre les moyens en place pour aller détecter, ne serait-ce que dans les championnats de D2, de première division, les joueurs capables d'être meilleurs dans tel compartiment de jeu et autres. Et voilà, j'espère simplement qu'au niveau de la défense, il aura satisfaction. En milieu de terrain, il y a des joueurs qui feront l'affaire.
adversaire. Et quand on jette un coup d'œil aux 25 convoqués, surtout au niveau des attaquants, waouh, je dis, il y a des sacrés clients, quoi. Vous avez des joueurs intéressants là-bas. Ouais. Je ne sais pas la difficulté qu'il aura à mettre tel ou tel joueur à côté de l'autre, histoire de former un binôme intéressant, décisif. Ah oui, c'est pas facile d'être entraîneur de football, mais bon, il a déjà la main. On ne peut que lui souhaiter bonne chance. Bonne chance. Il faut que le Togo retrouve encore le CHAN après une première participation. Il faut enchaîner. Il faut capitaliser, on va dire, cette première participation. Et voilà, donc les joueurs sont avertis d'une sélection à l'autre. On parle des juniors qui s'apprêtent aussi pour le tournoi UFOA B qui a lieu au Niger. Les joueurs sélectionnés, Grégoire Attignon. 3 gardiens de but, Kpemen Akleswa de Kakadel de Doufelgou, Aholou Kodjo d'Espoir FC du Zio et Mihedo Daouda d'Agaza de Lomé. Du côté des défenseurs, Koura Abdoulakim de Kakadel de Doufelgou, Amedou Cherifou Grégoire de Swallows, Taïrou Alaza de Semassi de Sokode, Ayevi Kofi Bernardin de Gomido de Palimé, Alassane Nazirou de l'Estogopor, Chazodi Arafat Mazimi de l'Essika. Les milieux de terrain retenus sont Ala Yao Mensan de la Jeunesse Club d'Agoué, Chanyao Féchal d'Espoir FC du Zio, Lawson David d'Ifodje d'Atapamé, Agweko Komi Maounion de Claire Foot, Komlan Pedro de SFC, Tena Kourou du Burkina Faso, Akapo Komlan Jérémy du Nisport de Sokode, Adoun Maoussi de l'US Agwandi, Ouro à Kondo Abdul Kayoum du Dynamique Togolais, Nouchoule Kodjo de Kotoko de Ladier, Tchakorom Faris de Future Stars d'Agoué. Enfin en attaque, on retrouve Ayevi Josué et Lokou Francis de Planète Foot et Triefoué Gérard de Tambo de Dacha, Pereja Ouzeroudine du Nisport de Sokode, là-bas, Jonah Kevin de l'Esbina, puis Dakou Kokou Alfred de Maranata de Fiokpo. J'ai retenu un nom, Pereja Ouzeroudine, qui participait à ce tournoi des cadets ici, qui malheureusement a vu le Togo à l'arrivée exclu. Voilà, c'était un très très bon joueur qui a marqué. Il a marqué un somptueux but. Un somptueux but, voilà. Et en dehors de Pereja, il y a également Dohou Maoussi, qui était également donc de cette équipe des cadets. Il y a également, en principe, lui aussi devait faire partie donc de cette sélection, mais il se retrouve avec les éperviers locaux. Je voudrais parler de Doche Kokou Mathieu, le défenseur du Dynamique togolais, qui était le capitaine de cette sélection des cadets avec Maurice Nossoudjé. Donc je me dis que les joueurs convoqués par Ameto Kodo, il n'y a pas de surprise. Tous étaient déjà au récent regroupement, lors du premier regroupement, tous étaient déjà là, donc je me dis qu'il fait confiance donc à cette équipe. La majorité, c'est des joueurs qui viennent justement donc de la sélection cadette du Togo et en plus quelques joueurs donc des centres de formation, puisque ces joueurs-là évoluent dans des clubs de première et deuxième division. Voilà pourquoi ils se retrouvent maintenant sur cette liste. Vivement qu'il faut mieux préparer cette compétition parce que ça fait plusieurs fois que le Togo participe au tournoi UFOA B. Ça a été même organisé ici à Lomé, le Togo n'a rien foutu. Au Bénin, on a vu également la prestation au premier tour, l'équipe a été éliminée. Il va falloir véritablement préparer cette compétition parce qu'on n'est pas quand même les derniers donc, de ces genres de compétition. Il faut mieux préparer parce que le Togo n'a jamais participé à une phase finale de Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Certes, le Togo, dans le temps, a participer au mondial, mais on sait comment ça se jouait donc les éliminatoires à l'époque. Aujourd'hui, il y a quand même cette opportunité qui est donnée véritablement à ces jeunes-là. Il va falloir la saisir. Pourquoi pas disputer une première fois une Coupe d'Afrique des Nations dans cette catégorie. Et c'est l'objectif, Angelo Folikoé, participer à une Coupe d'Afrique dans la catégorie U20 et puis pourquoi pas envisager une autre qualification pour la Coupe du Monde. Le Togo s'est déjà qualifié pour cette compétition, souvenez-vous. Voilà, c'est l'objectif. Oui, pour être sur la même ligne de déclaration d'Ameto Kodo Mensan. Grégoire parlait tout à l'heure du premier regroupement. Justement, on a eu l'occasion de lui poser des questions. Il a dit qu'il va aller au Niger avec son groupe, d'abord pour gagner cette phase des éliminatoires et en même temps se qualifier pour la compétition proprement dite. Et je pense que quand lui-même, il affiche une telle attitude, un tel mental de gagnant, quelque part, il doit nécessairement transmettre cela à sa poulain. Oui, j'ai eu assisté à 2 séances d'entraînement de Ameto Kodo Mensan, mais vous avez l'impression qu'il est avec ses propres enfants, c'est-à-dire que ça joue avec beaucoup de rigueur, au même moment ça rigole par endroits, au même moment ça demande du sérieux dans ce que l'on fait. Vous comprenez que oui, par rapport à tout ce que lui-même il a emmagasiné comme expérience en tant que joueur
et en tant qu'entraîneur, il est en train progressivement de le transmettre. Maintenant, ce qui est encore le plus important, c'est de mettre les joueurs et le staff dans les meilleures conditions. Je dis bien dans les meilleures conditions. Il suffit pas seulement de trouver 2 ou 3 stages et puis c'est fini, mais non, ce sont des joueurs qui également ont envie de devenir des professionnels et donc il faut les intéresser comme il se doit, tout comme le staff technique. Au-delà de ça, je me réjouis également qu'il y a aujourd'hui au Togo les anciens joueurs qui, mine de rien, essaient de trouver une place au soleil. C'est-à-dire que on leur fait confiance. Voilà. Et de travailler, même si c'est vrai, les conditions ne sont pas forcément reluisantes, mais ce qu'ils ont appris en tant qu'entraîneur en ayant des diplômes et tout ce qu'ils ont acquis en matière de sélection dans les différentes compétitions entre-temps, ils sont en train aujourd'hui de vivre cela et je pense que c'est une très très bonne chose. Très bonne chose, on souhaite également beaucoup de courage à Metokodo Mensan, c'est pas facile. Voilà, pour diriger les sélections ici au Togo, il faut être vraiment courageux parce que ça fait un peu plus de 7 millions de population et 7 millions de choix possibles. Voilà, vous comprenez. Voilà. La pause et on vous retrouve. Samuel Ekwe Galé devient le nouvel entraîneur de l'AS OTR. Grégoire Attignon, oui, on a bien pioché du côté des Auterrois. Ben, ce n'est pas un mauvais choix. Samuel Ekwe Galé, ce n'est pas un mauvais choix également du côté de l'AS OTR, mais seulement qu'il va falloir que du côté des clubs, qu'on sente véritablement ce qu'on cherche, ce qu'on recherche, quoi. Parce que... Que voulez-vous dire? Parce qu'on a vu des entraîneurs passer par là, mais ça fait longtemps que l'AS OTR ne joue plus les premiers rôles. Parce avant le démarrage de chaque saison, quand vous approchez des responsables, des dirigeants du club auterrois, notre objectif, c'est de figurer parmi les meilleurs. C'est de jouer les premiers rôles dans ce championnat. Mais à la fin, on se retrouve derrière. Vous avez vu le résultat cette année. Ouais. C'est un résultat pratiquement catastrophique pour l'AS OTR qui n'a pas tellement existé donc, dans ce championnat, surtout durant la phase régulière de ce championnat. Maintenant, on est parti chercher Samuel Ekwe Galé. Je me dis que l'objectif, c'est qu'on vise un peu loin, c'est-à-dire qu'à la prochaine saison, que l'AS OTR soit champion du Togo, pourquoi pas. Et l'AS OTR a quand même les moyens de se retrouver à cette place-là, mais seulement qu'on ne sait pas utiliser ces moyens-là. Maintenant, quant à ce qui concerne Samuel Ekwe Galé, est-ce que c'est le bon choix? Oui, moi je me dis que peut-être ils ont discuté avec le monsieur, ils ont vu qu'il peut faire l'affaire. Quand Samuel Ekwe Galé était arrivé au Togo, c'est un club de 2e division, il a pris. L'objectif à signer à Samuel Ekwe Galé, c'est de faire monter Kotoko de Lavier en 1re division. Il a fait, donc il a monté cette équipe. Après, il s'est éclipsé et pratiquement durant une saison, il n'avait plus donc de job. Sinon, il aidait l'Étoile Filante, il faisait partie du staff de l'Étoile Filante. Aujourd'hui, il retrouve donc un club. C'est lui qui va mettre en place son équipe, c'est lui qui va donc mettre en place son système de jeu, son système de jeu pour quand même permettre, ou bien lui permettre de faire quelque chose dans ce championnat. On verra vivement ce que ça va donner donc lors de la prochaine saison. Oui, Angelo Folikoué n'a jamais entraîné en 1re division. Il a dit ici, autour de cette table, qu'il a envie de grandir, d'évoluer, d'avoir de l'expérience. Je pense que, voilà, l'occasion lui est donnée. Il prend la direction de l'AS OTR, l'un des clubs ambitieux, même si ces derniers temps, on ne voit plus l'AS OTR. Il va entraîner en 1re division. C'est le challenge, hein. C'est un défi pour lui. Apparemment, lui-même, c'est quelqu'un qui aime ce genre de choses. Voilà pourquoi, avec sa licence UFAB, il est arrivé ici. On a parlé de son travail avec l'équipe de Kotoko de Lavier. Il n'a pas tout de suite travaillé avec un club de 1re division. Ça veut dire que, voilà, quelque part, il y a une forme d'humilité et puis, au même moment, travailler dans l'ombre, dans la discrétion et après, rester au niveau des feux de projecteur. Aujourd'hui, il arrive à la SOTR en succédant à Fiaboué Kofi Sena, qui aussi n'a pas fait un mauvais travail, hein, mais je pense que quelque part, le groupe n'était pas suffisamment prêt, il n'y avait pas une cohésion comme il se doit pour lui permettre de faire des résultats. Maintenant, pour Ekwe Galé, j'ai envie de dire qu'il a le temps de préparer son équipe. On est en mars, la compétition n'est pas encore terminée. Je pense que c'est un challenge, en tout cas, bien ficelé. Je pense aussi que en amont, beaucoup de choses ont été dites et sûrement qu'il a eu des garanties. La particularité, en tout cas, de ce contrat, ma foi, reste la durée de 3 ans qu'il a signé. Ça veut dire que, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont
été sûrement réclamés par l'entraîneur. Le fait d'avoir à sa disposition, en tout cas, son staff technique et surtout de s'inscrire dans un projet à moyen terme. C'est rare, en tout cas, je dis bien, c'est rare au Togo de voir un entraîneur signer 3 ans à la tête d'un club de football. Surtout avec la SOTR. Et surtout qui a l'habitude de signer souvent 1 an de contrat renouvelable ou pas à des entraîneurs. Est-ce que c'est le nouveau président qui veut faire autrement les choses? C'est une possibilité, ma foi. Samuel lui-même sait là où il veut aller. Ah, j'espère bien. On lui a dit 1 an, il a dit non. Et oui, pourquoi pas. 3 ans ou rien. Voilà. Et voilà, on connaît sa qualité. On espère simplement que la SOTR va rebondir et revenir au devant de la scène. Très bien, on lui souhaite bonne chance parce que là, souvent avec la SOTR sur les dernières années, on a vu partir le Burkinabé Compaoré. Après, il y a eu... il y a le Ghanéen qui est passé. Qui entre-temps, Maurice Soudjé, qui a Boissena. Voilà, donc il faut que ça s'arrête, qu'il y ait une stabilité au niveau du staff de la SOTR qui reste un prétendant pour les titres de champion au Togo, mais malheureusement, depuis plusieurs années, ça ne marche pas. On revient. Le tirage au sort de Qatar 2022 a été effectué la dernière fois. On connaît les adversaires des sélections africaines. Lorsqu'on prend le groupe A, on a le Qatar, l'Équateur, le Sénégal, les Pays-Bas. Oui, Sadio Mané et les siens qui doivent se battre pour une place en huitième de finale dans ce groupe A. Oui, quand on prend cette poule, oui, on parle des Pays-Bas et on parle du Qatar, on parle de l'Équateur, on parle du Sénégal. Je me dis que le Sénégal a ses chances de se qualifier. À part le Pays-Bas. À part donc le Pays-Bas, en fait, c'est vrai, il y a l'Équateur, le Qatar plutôt, qui est donc le pays organisateur. Il y a l'Équateur, mais je me dis que le Sénégal a quand même sa place. Il a quand même sa chance de réussir à se qualifier pour les huitièmes de finale. C'est véritablement, on est beaucoup plus sérieux. Parce que vous savez, on va à cette coupe du Monde, on tente de faire quelque chose. Moi, je parle encore de la dernière participation des Sénégalais, justement, à la dernière Coupe du Monde, je crois celle de Russie, où le Sénégal a réussi à battre, je crois, la Pologne, a réussi à tenir en échec certaines équipes, mais finalement n'est pas arrivé à obtenir sa qualification pour le tour suivant. Vous voyez un tout petit peu. Pour une affaire de carton jaune. Pour une affaire, justement, et donc vous comprenez, vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, il va falloir être beaucoup plus sérieux dans cette compétition. On connaît cette équipe, on sait cette équipe-là, elle est capable quand même de tenir tête à certaines nations dans cette Coupe du Monde. Le Sénégal, moi je dis, a quand même ses chances de sortir quand même de cette poule, se qualifier pour les huitièmes de finale. Dans le groupe D, Angelo Folico, on a la France et un autre qualifié qui viendra s'ajouter après les playoffs. On a le Danemark et puis la Tunisie. Ça paraît un peu compliqué, mais bon, on va voir. C'est compliqué. C'est compliqué, d'autant plus que cette Tunisie n'a pas du tout convaincu face au Mali dans les barrages. Cette équipe a du mal à marquer des buts. Je ne sais pas par quelle magie ils feront. En 6 novembre, les choses peuvent changer. Même durant la Coupe d'Afrique des Nations. Ça ne changera pas, Franck Ndouyama. Aujourd'hui, il n'y a que 2 grands joueurs dans cette sélection, Wabi Kazri et Brown Dylan. Il n'y a pas autre joueur capable de sortir cette sélection pour aller au-delà. C'est fini pour Msakni. De toutes les façons, ils vont jouer les 3 matchs de poule. Ils vont rentrer à la maison. Je ne vois pas qu'ils pourront faire mieux que ça. Vous êtes... Non, mais je crois que ce que dit Angelo est très important. Parce que quand vous voyez un peu la prestation de cette équipe tunisienne lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'est une équipe qui a peiné. C'est vrai. Elle a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale. Elle a battu le Nigeria en huitièmes de finale. Mais par après, quelle équipe a éliminé la Tunisie? Donc, c'est là également ce qu'il faut voir. Donc, il y a quand même un souci au niveau de l'attaque de cette équipe tunisienne parce qu'on a du mal à marquer. C'est vrai, on a quand même des joueurs comme Sakni qui essayent donc de faire quelque chose. Oui, mais véritablement, ça ne va pas devant, quoi. Il va falloir corriger un tout petit peu les choses. Le mois de novembre, c'est après-demain. Ça va être la même chose pour le Maroc dans le groupe F, la Belgique, Canada et puis la Croatie. Je vais être un peu relatif parce que là, on a un groupe solide, on a Achraf Hakimi, En-Nesyri, voilà des joueurs intéressants. Ils ont un bon milieu de terrain. Maintenant, tout dépendra justement de l'attaque. Tissadouli, c'est une découverte lors des barrages face à la RD Congo. Bon, ils iront pour pourquoi pas apprendre, hein. Mais bon, s'ils peuvent avec 3-4 points, ils pourront sortir des poules. Et le groupe amené par Vaïd Alilodji, on verra d'ici novembre, et le groupe qualifié de groupe de la mort. Le groupe G, comprenant le Brésil, la Serbie, la Suisse et puis le Cameroun. Ah oui, le Cameroun encore avec le Brésil. Je me rappelle du Mondial 2014.
où je crois le Cameroun a disputé le match d'ouverture face donc, au Brésil. On a vu un tout petit peu comment ça s'est passé. Ensuite, c'est complètement le chaos face donc, au Danemark avec ce coup de coude là d'Alexandre Song. Et puis le Cameroun qui est rentré trop tôt. Déjà, dès le premier tour, le Cameroun qui est rentré donc, à la maison. Maintenant, on se retrouve ici avec le Brésil, la Suisse. Attention, on parle de la Suisse parce que là, ça joue également. Et surtout, quand on parle de Coupe du Monde, on voit ce que ça donne du côté donc, de la Suisse. Et ensuite, il y a la Serbie, cette équipe-là qui a surpris plus d'un lors des éliminatoires pour se qualifier directement donc, pour cette Coupe du Monde. Et maintenant, le Cameroun, oui, on sait comment est-ce que le Cameroun a arraché sa qualification, mais tous les matchs ne seront pas ainsi parce que là, nous parlons quand même d'un autre niveau. On parle de la Coupe du Monde et que là, le niveau est beaucoup plus élevé. Mais la question qui se pose avec l'effectif aujourd'hui, certes, on a quand même des joueurs comme Vincent Boubacar, comme Karl Toko et Kambi, comme Choupo-Moting, mais véritablement, est-ce qu'on a cette équipe-là capable de défendre le Cameroun ou bien de défendre l'Afrique lors de cette Coupe du Monde-là au Qatar? Angelo, le Cameroun a sa place, on peut rêver. C'est possible, mais pour un peu être dans la lignée de Samuel Eto'o, on n'ira pas, ou le Cameroun n'ira pas au Qatar en vacances. Et donc c'est un message très fort que le président de l'Africafoot envoie, vivement que devant ça puisse marquer, et surtout ne pas avoir ces histoires de primes à répétition qui arrivent à plomber des fois le mental, le moral des joueurs. Je pense qu'avec Samuel Eto'o, il n'y a plus de problème de primes. Il est là et il donne de très bonnes primes. Voilà, il dit ce ne sera pas, on va dire, une promenade là-bas au Qatar. Et le groupe H finalement, avec les retrouvailles entre le Ghana et l'Uruguay, le Portugal et puis la Corée du Sud. Luis Suarez sera là. Luis Suarez sera là. André Ayew sera là. Jordan Ayew sera également là. Bon, maintenant, le temps passe vite, hein, ça fait 12 ans quand même qu'on a assisté à ça. Oui, et donc vous comprenez que dans ce match, cette confrontation de ces deux formations, il y aura quand même un match de revanche du côté donc, du Ghana et puis du côté de l'Uruguay. C'est juste essayer de confirmer ce qui a été fait il y a donc, en 2010 en Afrique du Sud. Maintenant, dehors de l'Uruguay, il y a le Portugal de Cristiano Ronaldo qui est là. Mais moi, je crains fort pour cette équipe du Ghana parce que déjà, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une équipe qui a déçu. Maintenant, oui, elle s'est quand même battue pour arracher cette qualification pour cette Coupe du Monde là parce que c'était joué sur 2 matchs et surtout ce deuxième match là, ce match retour donc au Nigeria a arraché donc cette égalisation, bien ce nul d'un but partout qui lui permet aujourd'hui de se retrouver. Mais moi je me dis que si le Ghana veut véritablement évoluer, aller loin dans cette Coupe du Monde, il va falloir changer beaucoup de choses parce que là on n'a pas d'effectif, mais je ne sais pas où est-ce que le Ghana ira trouver donc d'autres joueurs qui iront faire quelque chose au Qatar. On se souvient de cette Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud où le Ghana avait séduit tout le monde. Est-ce que le Ghana a encore un tel effectif pour prétendre créer des problèmes à l'Uruguay surtout? En matière d'effectifs, il y a beaucoup de choses à se dire. Certes, il y a des genoux comme Olacote, comme Trust, et non pas Trust et Gang, mais plutôt Thomas Partey, qui a de l'expérience. Il y a Afenia Gyan également, qui est un nouveau venu dans le groupe d'Otto Addo. Je sens une forme de surprise de la part du Ghana qui peut arriver face au Portugal, à l'Uruguay ou encore à la Corée du Sud. Sauf que c'est 3 sélections, ça joue très très vite au football et techniquement on est au-dessus de la moyenne. Maintenant, oui, la Coupe du Monde c'est aussi une découverte pour eux. Je prends également à témoin le fait d'avoir vu l'État, surtout le ministère des Sports et la Fédération, a tapé du poing sur la table au retour de la CAN. Ils ont demandé qu'il y ait des comptes à l'Assemblée. Exactement. Je pense qu'il y a une forte volonté de la part du politique de mettre les choses dans l'ordre. Voilà pourquoi, quoi qu'on dise, ça dépend. Ils ont pu faire match nul à domicile et sont allés arracher la qualification en terre nigériane, ce qui n'est pas du tout aisé. Le Togo en sait quelque chose dans une autre compétition. Donc, quelque part, ce genre d'éléments peuvent aider cette équipe du Ghana, pourquoi pas, à faire une bonne prestation, mais gagner la Coupe du Monde. Bon, pour l'instant, les Africains sont très très loin de le faire. Voilà, je voudrais citer une dame malienne qui disait la dernière fois, pour un continent de 52 pays, il n'y a que 5 qualifiés, mais pour un continent de 27 pays, il y a 17 qualifiés. Voilà. Vous voyez le déséquilibre. Voilà, ça donne à réfléchir. Merci Angelo Folikoué. Cette qualification peut donner quand même des envies au Ghana, pourquoi pas, d'ici novembre. Merci Grégoire Attignon et Lomado Vontéo à Javon. À bientôt.